Très bien. On continue le programme de l'après-midi avec l'intervention de Sandrine Esquiré, qui est médecin conseillère technique dans l'Académie de Versailles, plus précisément dans le département des Yvelines, et qui travaille au service de promotion de la santé en faveur des élèves, et qui va nous présenter la mise en place du dépistage précoce du refus scolaire anxieux, donc le MSA. Là, on est sur Merci. quelque chose. Merci. On va être sur quelque chose qui est vraiment très pratico-pratique. Médecin conseiller technique auprès du DAZEN, donc des Yvelines, et donc en charge de la santé scolaire sur le département. Je ne sais pas si vous avez la notion de médecin conseiller. Il en reste encore quelques-uns. C'est un métier en voie de disparition, mais on a toujours plein de projets quand même. Donc, ce matin, on a parlé énormément d'anxiété, et là, je vous propose de parler de l'anxiété dans le cadre du refus scolaire anxieux. D'abord de le définir et ensuite de vous proposer le dépistage donc qu'on a mis en place dans les Yvelines suite à un groupe de travail. Vous allez voir, pluriprofessionnel, c'était ça aussi qui était très intéressant. Donc, le refus scolaire anxieux, en fait, il existe depuis la fin du 19e siècle, depuis que l'école est rendue obligatoire. Donc ça, c'est le premier élément. On a longtemps parlé de phobie scolaire à partir de 1940 et pendant quelques temps après. En fait, c'est pas une phobie scolaire parce que la phobie, elle a un objet propre. Et là, il n'y a pas de peur de l'école. Ce sont des troubles anxieux, des troubles psychoaffectifs sous-jacents qui entraînent une impossibilité d'aller à l'école. Et on a vu apparaître alors le terme de refus scolaire anxieux, qui est la traduction de l'anglais school refusal. Et dans ce cas-là, le refusal, c'est le sens hippique du terme, c'est-à-dire le refus du cheval devant l'obstacle. Les enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école. C'est pas qu'ils ne veulent pas aller à l'école, c'est cette impossibilité à y aller parce qu'il y a des troubles sous-jacents. Voilà. Donc ça, c'est juste pour comprendre les définitions. Et on s'entend maintenant sur la ou les définitions suivantes. Donc, refus scolaire anxieux, manifestation d'angoisse majeure, avec parfois des phénomènes de panique, pas toujours, qui est lié à la fréquentation de l'école, de l'établissement scolaire, et qui interdit sa poursuite donc sous les formes habituelles. Euh, la définition suivante a l'intérêt de faire apparaître l'effort raisonnable des parents pour les y amener. Ça aussi, c'est une petite nuance, mais qui est importante. Là, et l'absence de conduite antisociale, on est sur des enfants qui se développent normalement et qui, pour une raison, à un moment donné, on va voir le processus, je vais tenter de vous l'expliquer, ne vont plus pouvoir aller à l'école malgré donc les efforts que font les parents, et je vous assure qu'ils en font, parce que pour les traiter sur tout le département des Yvelines, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour ramener les enfants à l'école, au départ en tout cas. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un problème de santé publique, puisque ça touche toute la sphère, hein, autant la sphère, l'élève lui-même, puis les conséquences sur sa santé, les conséquences sur sa vie familiale, parce que ça va toucher les parents, et puis sur sa vie adulte après. Et autre point intéressant, c'est que ça touche tous les pays. C'est-à-dire même en Norvège, au Canada, il y a des refus scolaires anxieux. C'est pas juste lié aux conditions très stressantes que vous mettez sur les enfants pour leur apprendre quoi que ce soit. Non, c'est pas le système éducatif français qui l'entraîne. Il y en a partout. Et dans les études aujourd'hui, c'est aux alentours de 5%. Il n'y avait pas tellement d'études jusque-là sur le refus scolaire anxieux. Ça a apparu vraiment depuis les années Covid, hein, où on s'est penché un peu plus sur la situation parce qu'on en a vu plus apparaître. Alors pour le coup, c'est pas tellement genré, il y a autant de filles que de garçons. Ça c'est pour Nicolas. Dans toutes les études, il apparaît aussi que les périodes de transition sont les périodes vraiment les plus sensibles. Et donc, on a le passage en CP, le passage en sixième et le passage en seconde. Le passage à la maternelle, enfin l'entrée à la maternelle, il est normal celui-là, il est normal d'avoir une anxiété quand, de la part des parents et de la part de l'enfant pour cette première, ou à la crèche, hein, mais pour cette première étape de détachement. Donc ça, le point là est important, vous allez voir pourquoi après, par la suite. Euh, Avant d'attaquer comment on définit ce qu'est le refus scolaire anxieux, je voudrais vous dire ce qui n'est pas le refus scolaire anxieux. Ce qu'on appellerait nous les diagnostics différentiels.
Le premier diagnostic différentiel, ce serait l'école buissonnière. L'école buissonnière, euh, l'élève n'aime pas l'école le plus souvent, en général. Hein. Il n'aime pas l'école, il fait tout pour ne pas y aller et il le cache à ses parents et il fait autre chose en dehors de l'école et en dehors de chez lui. Ça, c'est l'école buissonnière. Alors, comme en médecine, c'est jamais comme ça, euh, il peut y avoir des refus scolaires anxieux qui commencent par de l'école buissonnière. C'est-à-dire que l'enfant, il va manquer l'école, il va se cacher, enfin, il va rester là. Souvent, il ne va pas aller faire autre chose, il ne va pas faire la fête avec ses copains. Il va rester caché. Et une fois que c'est découvert, il va dire à ses parents qu'il ne peut plus y aller. Et c'est plus de l'école buissonnière. On sait à ce moment-là que ce n'est pas de l'école buissonnière. La deuxième chose qui n'est pas du refus scolaire anxieux, c'est le retrait scolaire. Alors, quand on parle de retrait scolaire, ce sont les parents qui ne mettent pas l'enfant à l'école volontairement. Et ça, on le trouve souvent dans des troubles de l'attachement. Voilà. Les parents qui disent que l'école, elle n'est pas faite pour leurs enfants, qu'il faut qu'ils les gardent à domicile, que l'école ne sait pas faire. Et il y a souvent des troubles de l'attachement dessous. Et la troisième chose qui n'est pas du refus scolaire anxieux aussi, c'est l'exclusion scolaire. Pour le coup, c'est l'école qui ne veut pas, entre guillemets, de l'enfant. Alors là, je ne parle pas de l'exclusion pour raison disciplinaire. Hein. Je parle plutôt, ce à quoi on est confronté parfois, des problématiques de troubles du comportement où l'enfant, à un moment donné, on ne peut plus le scolariser. On voudrait bien, mais aujourd'hui, l'inclusion, elle n'est pas toujours possible. Et là, l'école pose parfois que ça ne va pas être possible. Donc, ces trois éléments, école buissonnière, retrait scolaire, exclusion scolaire précise, hein, ont en commun avec le refus scolaire anxieux un signe qui est l'absentéisme. Donc, dans tous ces cas-là, ce qu'on va voir, ce que vous allez voir vous en tant qu'enseignant et nous en tant que médecins qui va nous être rapporté, c'est l'absentéisme. Et donc, voilà comment on pourrait le traduire. Le refus scolaire anxieux, puisqu'on va oublier maintenant les diagnostics différentiels, le refus scolaire anxieux, ce qu'on en voit, c'est l'absentéisme, mais en fait, c'est sous-tendu par différents troubles sous-jacents, et notamment des troubles anxieux, spécifiques ou non spécifiques, et d'autres pathologies qui peuvent être associées. Alors, parmi les troubles anxieux les plus fréquents, hein, c'est l'anxiété de séparation. Ce que je disais tout à l'heure, on l'a en maternelle, c'est normal. Ça pose plus de problèmes quand elle va empêcher cette anxiété de faire ce que la vie nous attend de nous, hein, d'aller à l'école. Et tout. Donc, cette anxiété de séparation, elle est vraiment très prégnante chez les jeunes. Il peut y avoir de l'anxiété sociale. Anxiété sociale, ça arrive effectivement aussi souvent à l'adolescence, c'est la peur du regard de l'autre. Et quand elle est trop importante, elle est un peu normale à l'adolescence, mais quand elle va devenir trop importante, elle va empêcher d'avoir une vie normale. Ça va être des gamins qui vont plus, ou des gamines plutôt, qui, là pour le coup, qui ne vont plus pouvoir aller à la cantine parce que la peur du regard de l'autre qui les regarde manger. Peut-être qu'ils vont en échapper. Ou, enfin, voilà. C'est qu'on retrouve aussi souvent la peur d'aller aux toilettes à l'école parce que si l'autre entend les bruits et tout. Voilà. Et tout ça, cette anxiété par rapport à la société va pouvoir, dans certains cas, expliquer le refus scolaire anxieux. Il peut y avoir l'anxiété généralisée, c'est aussi des gamins qui sont toujours dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Et si, et si, et si, et ça les fatigue tellement et ça prend tellement leur champ qu'à un moment donné, c'est plus possible. Voilà. Mais il y a des gens qui sont toujours dans l'anticipation, c'est épuisant d'être toujours à essayer de contrôler. Et des adultes, ils ne sont pas tous en refus scolaire anxieux, hein, les gens qui ont ça. Ça devient problématique quand on ne peut plus rien faire. Mais d'avoir cette angoisse là, de se dire et si demain j'ai révisé, mais si demain il pose une question en contrôle qui n'était pas, voilà, c'est ce mécanisme. Trouble panique, ça peut arriver avec des personnes avec ou sans agoraphobie, ça peut être aussi associé au fait que on puisse plus aller à l'école. Anxiété généralisée, j'en avais parlé. Il y a d'autres troubles anxieux qui sont non spécifiques, mais qui peuvent être associés ou à l'origine du refus scolaire anxieux. Vous avez là-dedans, la dépression, on en a parlé ce matin, hein, les enfants dépressifs. Compliqué, on a vu cette atonie qu'il y a et cette difficulté de se mobiliser. On ne peut plus non plus aller à l'école. Et la dépression, c'est parfois compliqué parce que ça peut être aussi la conséquence du refus scolaire anxieux.
Donc ça, c'est difficile parfois. C'est vraiment la chronologie qui va faire qu'on va parler plutôt de dépression consécutive ou de dépression qui entraîne le refus scolaire anxieux. Vous allez avoir les TOC, des enfants qui ont déjà une anxiété énorme par rapport, par exemple, au virus, enfin aux maladies, qui vont, pour la diminuer, cette anxiété, mettre en place des compulsions, se laver les mains tout le temps. Eh bien, aller à l'école et s'asseoir à côté d'un autre gamin quand on a un TOC qui est lié à une problématique de transmission de virus, c'est hyper compliqué. Et ça, pareil, ça, on rentre dans une chaîne où on peut, à un moment donné, on ne peut plus y aller. Il y a d'autres pathologies ou d'autres troubles qui sont associés au refus scolaire anxieux, qu'on retrouve de manière fréquente associés au refus scolaire anxieux, mais qui ne sont pas la cause du refus scolaire anxieux. Souvent, ça va aggraver un refus scolaire anxieux qui se met en place, mais ce n'est pas la cause. Celui qu'on nous, on entend plus souvent parler, c'est les hauts potentiels. Le haut potentiel, ce n'est pas parce qu'il est haut potentiel qu'il fait un refus scolaire anxieux. Ça peut être associé pour notre problématique qu'on va retrouver dans les thématiques d'anxiété. Mais ce n'est pas le haut potentiel qui entraîne le refus scolaire anxieux. La même chose pour les troubles du neurodéveloppement. Les troubles des apprentissages, ce n'est pas le trouble de l'apprentissage qui entraîne le refus scolaire anxieux. Par contre, quand il y a mise en place d'un système de refus scolaire anxieux et qu'il y a un trouble des apprentissages associés, forcément, ça peut l'aggraver ou l'enchaîner plus vite parce que le gamin qui n'est pas à l'aise avec sa dyslexie, ça va augmenter l'anxiété et du coup, ça va pouvoir entraîner un trouble anxieux, enfin un refus scolaire anxieux. La même chose pour les troubles du spectre de l'autisme, les TND, enfin les TND, les TDA, voilà. Donc ça, c'est plutôt, et puis bien sûr d'autres pathologies associées, psychose et autres, qu'on va retrouver parce que ça touche à la sérénité et à l'équilibre du jeune. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que le refus scolaire anxieux, en fait, ça peut être une multitude, enfin, il peut y avoir une multitude de causes sous-jacentes, que le signe visible, c'est l'absentéisme, et que nous, en tant que médecins scolaires et les professeurs et les équipes pédagogiques, l'objet, c'est de voir le plus tôt possible, de les repérer le plus tôt possible, parce que plus on agit vite sur le refus scolaire anxieux, meilleur est le pronostic, comme souvent en santé mentale et comme souvent en médecine de manière générale. Avant de vous expliquer ça, je voulais juste vous montrer la diapo suivante. C'est une autre façon de dire ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire que le refus scolaire anxieux, il va être sous-tendu par différentes causes. Il va y avoir les causes internes à l'élève, c'est ce qu'on vient de voir, les différents troubles anxieux, les TND et autres, tout ce qu'on vient de voir. Il va y avoir aussi d'autres causes extérieures à l'élève que sont les causes familiales, avec possibilité de pression scolaire. Ça, c'est assez important. Pression, la pathologie du lien, quand les parents, par exemple, des parents malades, les enfants ne veulent plus les quitter, d'où l'anxiété, d'où je ne veux pas aller à l'école. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne veux pas aller à l'école parce que je veux vérifier que mes parents sont bien là et qu'ils vont bien ou que je m'en occupe. Toutes les insécurités affectives, ça je vous laisse lire. Hein. Facteurs scolaires, la pression scolaire, les climats scolaires, on a entendu parler tout à l'heure. Quand je mets nombre de classes et absence d'enseignants autres, c'était au moment du Covid où on l'a vu ça. Dans les retours, il y a eu des enfants qui ont été déstabilisés par le fait que l'enseignant, il était là, tout allait bien, il était revenu, et puis il partait parce qu'il avait chopé le Covid. Et comme on parlait quand même, il y avait des morts à l'époque et tout ça, et les enfants étaient très angoissés par rapport même à leur enseignant, même si eux étaient en classe, il y avait cette angoisse qui se développait de savoir si l'enseignant allait revenir ou pas. Société, on vient d'en parler. Donc, il y a eu le Covid. Hein, donc, tout ce qui est climat, ça aussi, enfin, toute l'éco-anxiété en fait partie. Géopolitique, enfin, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, on le retrouve vraiment là-dedans. Et le télétravail a aussi développé, a entraîné en fait un effet bénéfique pour le jeune qui est resté à la maison. Et le lien d'attachement, s'il était déjà un peu perturbé, va s'être aggravé parce que du coup, on ne veut plus quitter la maison. Puis en plus, on ne comprend pas pourquoi nous, on la quitterait alors que papa et maman, ils restent à la maison en télétravail. C'est encore plus compliqué. Ça on l'a vu surtout au niveau du Covid, c'est en train de diminuer. Et les deux autres éléments dans le refus scolaire anxieux qui sont vraiment importants, c'est
des antécédents, enfin la notion de harcèlement, dans les études, on le retrouve dans 50 à 80% des cas de refus scolaire anxieux, il y a une notion de harcèlement. Et puis les syndromes post-traumatiques, bien sûr, ça peut arriver. Je reviens, avant de parler des facteurs protecteurs, pour essayer de faire comprendre enfin, comment ça se passe en fait. Et c'était très intéressant ce matin, puisqu'il y avait toute cette notion de, par rapport à une grande peur ou une anxiété, nous, la différence qu'on fait entre la peur et l'anxiété, c'est que la peur, elle a un objet, que l'anxiété, elle n'en a pas. En gros, c'est très schématique ce que je vais vous faire par rapport à ce matin. Voilà, mais c'est que la peur, elle a un objet précis, on peut l'identifier, que l'angoisse, l'anxiété, c'est plus la crainte anticipée. Le jeune, il a donc un de ses troubles sous-jacents, un jeune qui va bien, c'est pas un souci. Situation scolaire, contrôle de mathématiques imprévu ou de SVT imprévu, grande anxiété, vraiment, et là, ça dépasse le niveau. Et là, mal au ventre, tous les signes neurovégétatifs, je ne vous les refais pas, hein, mal au ventre, tremblement, sueur, malaise, je vais me trouver mal, tout ça. Monsieur, je vais pas bien, madame, je vais pas bien. Bah, écoute, on va appeler tes parents. Hop, on évite. Normal, hein, c'est ce qu'on fait tous quand vous voyez un serpent ou une araignée. La plupart du temps, il y a trois sortes de choses, hein. On se fige, ou on s'enfuit, ou on attaque. Bah, là, c'est plutôt l'évitement. L'évitement, le cerveau, qu'est-ce qu'il met lui en place? Il dit, j'ai eu très peur, on me sort de la situation, ma peur, elle diminue à zéro. Du coup, on a bien vu ce matin les mécanismes d'entraînement et de mémorisation dans les situations de stress. Ben lui, il retient ça, il dit, peur, évitement, je vais mieux. Nouvelle, et puis bien sûr, là, ça passe, donc il revient à l'école. À nouveau, une situation, le même contrôle, voilà, le contrôle dans une autre matière, même contrôle. Le cerveau, il envoie le mécanisme, le signal encore plus vite et encore plus fort. Attention, angoisse plus plus, il faut se mettre en situation d'évitement et partir. Et on est parti dans une boucle en plus infernale parce que là où c'était le contrôle de maths ou le professeur de SVT, ou là, ça devient, ah oui, mais l'angoisse, je l'ai aussi à ce moment-là dans une autre matière. Et puis au moment où je vais à la cantine, et à chaque fois, le cerveau, il envoie, j'évite, j'évite, j'évite. Et on est dans un cercle où c'est plus possible de rompre le cercle et l'enfance a des absences. Et il trouve toujours une explication. Il a mal au ventre, ce qui est vrai, il a vraiment mal au ventre, il vomit vraiment. Et petit à petit, on rentre dans cette situation d'évitement. Alors, pour parer ça, il y a ce qu'on fait quand on va pas trop mal, quand on va bien, ou quand la peur n'est pas trop intense. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'habituation. Et on l'a vu ce matin, les TCC, c'est exactement ça. Le jeune qui a alors souvent on le fait pour les petits, mais le jeune qui a très peur pour son contrôle, si on reste à côté de lui et qu'on lui explique que non, mais tu vas voir, ça va bien se passer, il a toujours aussi peur. Ça va bien se passer. Mais ce que entend le cerveau, lui, c'est que petit à petit, son angoisse s'apaise et donc il retient que, en fait, au lieu de partir là, il partirait tout droit. Ça va aller, ça va. Et donc la fois d'après, quand il y a un contrôle, ben, le cerveau, lui, il n'envoie pas de signal d'alerte. Il envoie juste, ben, tu l'as déjà fait et tu vas le refaire. Voilà. Vous voyez, c'est très schématique, hein. Mais le principe, c'est ça. Soit je rentre dans une boucle infernale parce que derrière, j'ai quand même un trouble qui fait que mon niveau d'angoisse est trop important pour une situation donnée. Et la situation donnée, elle est aussi irrationnelle que ne l'est peut-être votre peur des araignées, qui n'ont jamais fait rire à personne en France, ou du serpent, ou d'autres choses. Ça peut être la peur du cours de maths, ça peut être la peur de je sais pas quoi, de l'EPS ou n'importe quoi. C'est pas rationnel. Le choix n'est pas rationnel, sauf quand il y a harcèlement, des situations un peu particulières. Mais sinon, et c'est là aussi de comprendre ce mécanisme-là, ça peut permettre de mettre en place des actions au niveau où on est, hein, quel que soit, d'accompagnement pour diminuer cette angoisse. Ce qu'on fait très bien à la maternelle. Le petit de maternelle qui rentre pour la première fois, ou en crèche, qui rentre pour la première fois, qui est séparé de ses parents, il y a cet accompagnement où on lui dit, mais non, ça va bien se passer, tu vas revoir ta maman. On fait tout ça, on le met en place. Et ça, son angoisse s'apaise, et c'est souvent difficile le second jour. Des fois, c'est pas difficile le premier, ça l'est le second. Mais en tout cas, petit à petit, ça s'apaise, et après, il va à l'école sans problème. Et bien là, il faudrait remettre en place ce système-là parce que dessous sont apparus pour des raisons X ou Y des troubles qui ont augmenté. Donc ça, c'était pour vous. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Parce que tant qu'à faire,
Justement, oui, pour le harcèlement scolaire, en fait, c'est vous qu'elle a du mal S'arrêter. à s'arrêter. Et même quand le harcèlement s'arrête, Alors, il y a des traces. dans le cadre du harcèlement scolaire, ce qu'il faut traiter en premier, c'est le harcèlement. Parce qu'on n'est pas sur le refus scolaire anxieux. Normalement, on est sur une situation de harcèlement. Si on est déjà sur le refus scolaire anxieux, c'est peut-être qu'il y en avait déjà avant. Mais soit il y a du harcèlement, il faut traiter le harcèlement, et après, si l'absentéisme se poursuit malgré le traitement de la situation de harcèlement, alors on se met à traiter un véritable refus scolaire anxieux. Alors, ça peut être du syndrome post-traumatique après, mais le harcèlement en lui-même, il est retrouvé dans les causes, mais c'est souvent euh, l'absentéisme. Soit il y avait déjà une relation, un refus scolaire anxieux et le harcèlement se met par-dessus, ça aggrave, mais quand on enlève le harcèlement, le refus scolaire anxieux persiste. Soit il y a harcèlement qui entraîne un absentéisme. Mais ce qu'il faut évaluer derrière, c'est que quand il n'y a plus le harcèlement et que tout est traité, est-ce qu'il reste du refus scolaire anxieux ou pas? Normalement, une situation de harcèlement, si elle est traitée, si elle est prise en charge, si tout le monde a compris le traitement, parce que ça, c'est pas facile non plus, hein, ça doit s'arrêter. Le gamin, il doit plus avoir peur d'aller à l'école. C'est la situation de harcèlement là qu'il faut traiter. C'est compliqué. C'est difficile. Je vous dis, dans les études, quand on étudie les refus scolaires anxieux qui se sont installés, on retrouve a posteriori du harcèlement, c'est-à-dire que le harcèlement n'a pas été traité. Et du coup, le gamin, il ne veut pas y revenir, ce qu'on comprend. C'est quand il est pas. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est vraiment rechercher le harcèlement et essayer de le traiter pour éviter que le refus scolaire anxieux ne se mette en place. Nous, quand on dit qu'il y a 50 à 80% de cas de harcèlement dans les refus scolaires anxieux, c'est du refus scolaire anxieux déjà installé. Et quand on interroge, on retrouve une situation de harcèlement qui n'a pas été traitée ou pas assez bien traitée. Des fois, on fait tout ce qu'on peut, mais ça ne suffit pas pour la personne et pour la famille aussi. Voilà. Là, on parle vraiment des facteurs donc liés au RSA. Il ne faut pas oublier les facteurs protecteurs. Parce que ça, c'est important aussi dans les prises en charge et dans la prévention et dans la protection du jeune. Donc, les bonnes relations, le bon climat, en fait, c'est l'opposé du reste, hein. Tout ce qui est bon climat, des amis au sein de l'établissement, des objectifs clairs, la bonne coordination, l'existence d'un cadre aussi. C'est très important, hein, d'être chef d'établissement, enfin de CPE dans la classe, avec nous. Et ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que le refus scolaire anxieux, ça touche l'élève dans sa globalité, ce qu'il est aujourd'hui, ce qui sera sûrement demain, parce que euh, sur 10 élèves qui sont déscolarisés pour refus scolaire anxieux, après 2 ans de suivi, on arrive à en récupérer 3 dans le meilleur des cas. 2 ans pour 3 élèves sur 10, ça veut dire qu'on perd les 7 autres. C'est énorme. C'est pour ça que vraiment on est alerté. Et les trois, allez, on va dire, il y en a 3 qui vont revenir, qui vont suivre un parcours à peu près classique. 3 qui vont revenir avec vraiment beaucoup de difficultés, un accompagnement plus, pour avoir un parcours scolaire vers un métier, mais qui sera jamais ce qui a été imaginé dans la tête des parents et dans la tête de l'enfant avant le refus scolaire. Et il y en a 3 qui reviendront jamais à l'école. Et plus le refus scolaire anxieux est chronicisé, et plus c'est compliqué d'agir. Comme on en a parlé ce matin, hein, en fait, il faut vraiment, vraiment agir très, très tôt. Et ça a des conséquences sur la sphère familiale, parce que ce jeune, et plus il est jeune, et plus les parents sont obligés d'arrêter de travailler, il n'y a pas le choix, hein. Vous avez un gamin qui reste à la maison et qui est petit, et bien il y en a un des deux qui arrête de travailler. Donc ça a des conséquences sur la famille et au niveau social et professionnel, vraiment. Donc heureusement, c'est 5% de la population, on a dit tout à l'heure, hein, mais c'est un véritable problème de santé publique. Et la santé mentale, dont on parlera tout à l'heure, est aussi dans cette logique de problématique de santé publique, de par les répercussions que ça peut avoir. Alors, maintenant j'en arrive au dépistage. En 2022, donc dans les suites du Covid, on a été alertés, nous en tant que médecins, sur le nombre de PAI, aménagement de l'emploi du temps, ça vous parle?
hein. Des aménagements qui font que le gamin il peut aller à l'école voilà, sur certaines plages horaires ou sur certains cours simplement. Et nous, on a été alertés par le nombre de demandes qu'il y avait. Et donc, on signe en tant que médecin scolaire, on valide ou pas. Et puis, dans le même temps, on a été alertés par les infirmières qui nous disaient « Mais les jeunes, ils vont pas bien, c'est pas possible, on en a trop qui viennent nous voir. » Et par les chefs d'établissement qui nous ont dit « Vous, avec vos PAI aménagement d'emploi du temps, on ne sait pas comment faire pour les classes de troisième, de première et de terminale, classe à examen, comment fait-on » On a dit « On va se mettre tous autour de la table et puis on va discuter ensemble. » Et donc, on a, nous, d'abord, en tant que médecins, travaillé sur le refus scolaire anxieux parce que ce n'était pas notre spécialité du tout, hein. Et on a étudié tout ce qu'il y avait dans la littérature, on a vu à l'étranger ce qui se passait. On a découvert, donc, vous avez vu tout à l'heure marqué Marie-Galette Tessonneau, qui est une psychologue de Bordeaux, qui a fait sa thèse sur le dépistage précoce du refus scolaire anxieux. On a trouvé sa grille, on l'a appelée, on lui a dit, est-ce qu'on peut s'en servir? Et elle nous a dit, allez-y, prenez-la. Et donc, on a créé notre groupe de travail. Et je parlerai des psychologues et des AS après. Et alors ça, c'était plutôt la partie médecine où on s'est dit, on va refaire notre PAI, aménagement de l'emploi du temps, parce que franchement, ça sert à rien. On va faire une thèse de médecine pour étudier ce qu'on avait déjà mis en place, pour savoir si jamais, qu'est-ce qui fonctionnait et quand ça ne fonctionnait pas, pourquoi. Donc ça, on n'a pas pu le faire parce qu'on a des thésards de médecine générale, donc il fallait que ça soit rattaché à la médecine générale. Si vous avez des thésards en santé publique, on veut bien la faire, vous pouvez nous les envoyer. Et par contre, on a fait du coup une lettre de liaison entre psychiatres et médecins généralistes pour échanger, s'adresser les jeunes. Et puis on a dit, il faut qu'on rencontre les psychiatres parce qu'on travaille avec eux, on leur adresse les jeunes, ils nous les renvoient, voilà, avec des certificats du style cet élève ne doit plus aller en cours de SVT jusqu'à la fin de l'année. On a dit ça, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'était tous nos projets. Et puis on s'est dit quand même, on est en santé scolaire, on est médecin en prévention, il faut agir avant, plus tôt possible. Comment on les dépiste? Et là, vraiment, on s'est mis autour de la table, dans un premier temps, volontairement, médecin, infirmière, chef d'établissement. Et c'est comme ça qu'est né donc le dépistage précoce. Donc la réflexion, c'est début janvier 2022. Je vous donne juste les chiffres parce qu'on est très fiers des résultats. Et en septembre 2022, dans tous les collèges du département des Yvelines, a été mis en place le dépistage élaboré par le groupe de travail. Donc ce dépistage, l'objectif vraiment, c'est dépister les signaux faibles très précocement pour un meilleur pronostic. On l'a vu, il faut arrêter, il faut même pas que la boucle commence. Pour le public, 6e, pourquoi? Parce que période de transition, hein, vous l'avez vu aussi, entre l'école qui protège et le collège où ils sont un peu perdus. Modalité, on avait un dépistage infirmier obligatoire dans la circulaire, là c'était bien. Et surtout, dans la circulaire, il est posé que les infirmières doivent rechercher la souffrance psychique à la maison et à l'école. Donc, on avait tous les éléments. On s'est dit comment on fait pour aller un petit peu plus loin. On a demandé au chef d'établissement de laisser du temps aux infirmières pour qu'elles fassent un dépistage de qualité. Ça, c'était pas gagné, hein. C'est toujours pas gagné. Et on a mis en place 2 outils parce que les infirmières, donc on avait la grille de Marie-Galette Tessonneau, l'autoscreening que je vais vous présenter, mais les infirmières ont eu peur que ça prenne trop de temps de le faire passer à tous les élèves. Alors on a pensé à un outil très basique, hein, c'est vraiment, mais qui a vraiment son efficacité aujourd'hui et dont tout le monde se sert et au-delà des infirmières, c'est une échelle de couleurs. L'élève, lui, n'a que celle-là, et on lui demande comment te sens-tu dans l'établissement, et il montre une couleur. On a enlevé des notes, vous savez pourquoi? Refus scolaire anxieux, pression scolaire, ils vont tous nous répondre 10, on ne veut pas de notes, donc on met des couleurs, et l'élève répond par exemple là, donc l'infirmière, elle a 6, et on lui dit, qu'est-ce qui te manque pour arriver ici? Ça, c'est systématique, quelle que soit même s'il montre cette couleur, on lui demande pourquoi tu ne dis pas ça. Ça permet vraiment d'amorcer d'abord le dialogue. Hein. Et l'infirmière, donc, à sa cotation, elle fait la même chose par rapport à la maison. Comment te sens-tu à la maison? C'est vraiment pour ouvrir la discussion aussi, puisqu'elle doit rechercher les violences à la maison, enfin comment ça se passe à la maison, l'état psychique. Par contre, ce n'est pas dans le cadre de notre dépistage, mais elle s'en sert quand même. Et donc, quand l'infirmière elle a une réponse strictement inférieure à 7, à ce moment-là, elle fait passer l'auto-questionnaire, donc en français, la screen, et qui a été validé dans le cadre de la thèse de Marie-Galette Tessonneau, recherche des signaux faibles de refus scolaire anxieux de 10 ans à 16 ans.
Pour valider le 7, parce qu'on l'a fait vraiment au hasard au départ, enfin au hasard, on s'est dit, on l'a fait passer, la screen, à tous les élèves qui avaient répondu 7 et 8 dans plusieurs établissements. Et on a eu 0 résultat de refus scolaire anxieux. On a essayé d'être un peu voilà, dans une démarche scientifique. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Et donc, voilà la grille de Marie-Galette Tessonneau, mais que vous pouvez trouver en ligne, qui est informatisée et tout. Très simple, 18 items. En classe, j'ai peur de ce que les autres pensent de moi, ne me correspond pas du tout, me correspond un peu, me correspond moyennement, me correspond beaucoup, me correspond complètement. Et comme ça, il y a 18 items. Je n'aime pas aller à l'école. Voilà, quand j'arrive devant l'école, je ne me sens pas bien. En classe, j'ai peur de mal faire. Voilà. 18 items. Voilà la suite. Avec un score final. Alors, il y a 2 façons de scorer. Soit le total est avec des résultats qui sont que, hop, je reviens en arrière, inférieur à 31, bah, l'enfant, même s'il a répondu inférieur à 7 à l'échelle de couleur, il n'y a pas de refus scolaire anxieux. Entre 32 et 40, c'est vraiment les enfants que l'on recherche. Il y a des petits signes et il faut faire quelque chose. Et au-dessus de 41, il y a un refus scolaire anxieux qui est déjà en place. Parfois, on le connaissait, parfois pas. Donc ça, c'était intéressant quand même. Et cela, d'habitude, ils sont ou suivis ou il faut vraiment les adresser. Et cela, le médecin scolaire les voit dès le départ. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer, pour les infirmières, on a fait un fichier Excel tout bête. Elles remplissent et ça récapitule la cohorte de 6e d'un établissement. Alors, mince, là je ne l'ai pas en diapo, mais c'est pas grave. Là, vous avez un établissement, 5 classes. Ce qu'il fallait voir, c'était qu'il y en avait 10 refus scolaires, enfin 10 enfants qui avaient répondu moins de 7 à l'échelle de couleur. Mais quand on regarde bien, il y en a 6 dans la même classe. C'est ça qui était intéressant sur cet établissement. Et donc, là, on se dit, il y a quelque chose. Et quand on voit la répartition, vous voyez, ah non, là, vous ne le voyez pas. Donc, moi, je vais voir, dans ce cas-là, sur la classe 6C. Et sur la classe 6C, on voit les résultats ici des enfants qui ont passé la script. Il y en a un, il n'a rien. Lui, ça va. Et voilà les remarques, puisqu'on les note toujours. Classe bruyante, ambiance de classe agressive, classe bruyante. Lui, il a aussi des difficultés scolaires, a très peur du regard des autres, se sent harcelé. Et donc, ça permet à la fois une intervention auprès des enfants qui ont été dépistés, mais aussi dans ce cas-là, une intervention auprès de la classe, parce que agressivité, classe bruyante, voilà, il y a quelque chose à faire autour de la classe. Et ça, l'infirmière, je vous parlerai après de ce qu'elle peut. L'infirmière va interroger bien sûr l'équipe pédagogique de la classe, enfin de la classe concernée. Est-ce que vous avez remarqué la même chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, c'est vraiment un travail après qui devient un travail de l'établissement. Ça, c'est les résultats sur les 2 dernières années, enfin, quand on a commencé. C'est à peu près la même répartition. Donc, sur les élèves inférieurs à 7, on se retrouve avec des screens qui donnent un tiers d'enfants qui vont bien, à peu près. Hein. Un tiers d'enfants où il y a des signaux précoces, on est en 6e. Hein, et un tiers d'enfants qui sont déjà en refus scolaire anxieux, on a à peu près les mêmes résultats de l'an dernier. Voilà. Alors, une fois qu'on les a dépistés, ces petits, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'était. Alors, nous, on a avancé avec le déploiement du dépistage. Hein. Et donc, une fois on s'est retrouvé avec le chef d'établissement avec ça et on a dit que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce qu'il a été décidé, c'est que l'infirmière, quand elle a fait ses dépistages, porte les résultats, donc les cas, les situations qu'elle a trouvées au GPDS et en GPDS avec groupe de dépistage, groupe de prévention du dépistage scolaire, à force voilà. Donc, alors après, suivant les établissements, c'est très variable, enfin, ça peut être la cellule de veille, ça peut être chacun a son acronyme ou son fonctionnement. En tout cas, l'idée, c'est qu'elle amène les situations trouvées auprès d'une équipe pluridisciplinaire avec les professeurs, la psychologue, la S, et qu'il y a un échange sur ce jeune-là, et l'analyse et analyser les problématiques qu'elle a trouvées pour mettre en place des actions au sein de l'établissement. Cet enfant-là, il est scolarisé, il est toujours là. Hein. Il a peur, il présente des petits signes, mais il est là. Donc, de mettre en place des actions qui sont à la main des équipes pédagogiques, du chef d'établissement, absolument pas de médecin là-dedans, absolument pas de thérapeute à ce niveau-là, sauf s'il est au-dessus de 42, hein, on a vu sur les résultats. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour apaiser cette angoisse dans l'établissement
sans intervention médicale, puisqu'il n'y en a pas besoin. Et surtout, on va pas aller la chercher. En plus, il n'y en a plus. Donc là, c'est vraiment cet objectif-là. Et avec des principes quand même qu'on a étudiés, et on s'est vraiment appuyé sur Marie Gadet-Tessonneau là-dessus, qui a fait un gros travail là-dessus, c'est que pour un jeune, et ça c'est bon tout le temps, il faut que les objectifs ils soient hyper clairs, il faut qu'il y en ait peu, sur un temps très court, parce que eux, jusqu'à la fin de l'année, c'est toute la vie. Donc c'est 7 semaines maximum, c'est-à-dire entre 2 vacances scolaires, et ça peut être 15 jours, voire 8 jours. Et alors, l'expérience qu'on avait, nous, des PAI qui avaient marché, des PAI aménagement d'emploi du temps, c'était qu'il est nécessaire de mettre en place dès le départ un suivi hyper régulier. C'est-à-dire il faut que ce jeune il soit suivi tous les jours pour certains, toutes les semaines pour d'autres, voilà. Mais c'est prévu dès le départ. Et donc avec un référent pour ce suivi-là. Et on peut faire l'articulation avec d'autres dispositifs, parce que parfois on trouve d'autres choses, protection de l'enfance, on trouve des problèmes de harcèlement et autres. Donc les dispositifs vont se mettre en place de manière croisée. Et c'est que quand il y a un échec de la mise en place donc de ces aménagements et que l'enfant ne peut toujours pas aller à l'école ou que ça s'aggrave, qu'à ce moment-là, on fait intervenir le médecin scolaire ou un thérapeute extérieur. Et là, la question, c'était protocolisation ou pas protocolisation. Les chefs d'établissement nous ont dit, on protocolise, on crée un document. Donc, on a créé un PPRE, on a appelé Bien vivre sa scolarité, parce que ça a un avantage, et on l'a vu ça, exactement comme le fait d'utiliser la screen. Ça formalise auprès des parents les actions menées, et pour le jeune aussi. Donc ça, pour le jeune, la screen, ça lui montre qu'on l'a écouté et que voilà, il en est là. Pour les parents, on peut dire bah c'est pas nous qui l'avons rempli. Et là, c'est pareil, c'est une formalisation. Donc ça, c'est tout l'administratif, il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'analyse de ce qui est recherché. Parce que, ok, on met des aménagements en place, mais lesquels? Alors, je vous ai fait un petit focus. Voilà les points qui posent souci dans les différentes analyses. Le trajet et l'entrée dans l'établissement. Il y a des gamins qui disent moi, je ne peux plus rentrer dans l'établissement. Ben, si on ne fait rien, on peut y rentrer. Parce qu'il faut aller les chercher. Donc là, il y a des actions possibles. L'entrée dans la classe ou la place dans la classe. Je vous avais dit, c'est très terre à terre et on a réinventé. Ce sont des choses que vous faisiez ou que les profs font, mais ce n'est pas formalisé, ce n'est pas toujours pour le même enfant. Voilà. Mais vraiment, les apprentissages, troubles des apprentissages, on a vu dans le refus scolaire anxieux, ça peut être un facteur aggravant. Donc, s'ils ne sont pas pris en charge, il faut, enfin, vraiment, là, il faut le faire. Les évaluations. Alors, le stress de l'oral, le stress des évaluations tout court, les temps hors cours, tout ce qui se passe à la récréation, tout ce qui se passe à la cantine, dans les permanences. Il y a des enfants, ils ne peuvent pas aller à la cantine, ils ne peuvent plus. C'est très difficile pour eux. La relation aux autres, comment ils sont dans les échanges avec les enseignants, mais aussi avec leurs amis. Et c'est là où on va rechercher tout ce qui est moquerie, harcèlement. Et puis, quand même, à la maison, parce qu'on a vu la pression scolaire, ça en fait partie aussi, et que le gamin, des fois, ça va pas trop mal, mais à la maison, on lui met 4 heures de devoir le soir, alors qu'il n'en peut déjà plus. Voilà, donc ça, ce sont tous les éléments où on va être très attentif, et on va formaliser, pas plus de 3 objectifs, avec des actions en regard. On va mettre la période, mettre le référent, préparer le suivi, et impliquer quand même les parents un petit peu, parce que là, sur les temps d'écran, l'heure de coucher, on a vu tout ce qui est très important. Alors, on a bien mis, attention, c'est en lien avec les apprentissages, pour ce qu'ils veulent chez eux, mais quand il s'agit d'apprentissage, attention, le sommeil, les écrans et tout le reste, c'est important. Oui. C'est le même document oui. Pour des 6e ou des terminales. Oui, pour le moment, alors nous, on l'a mis en 6e. Mais voilà. Non, alors je vais vous expliquer. Le dépistage, il est qu'en 6e. Voilà. Et juste là, c'est pour les équipes enseignantes. C'est pas comme pour les aménagements des examens où les parents font la liste de ce qu'ils ont envie. Non, ça c'est que pour les équipes enseignantes. Et par exemple, c'est les objectifs aider à l'entrée dans l'établissement. Et là, il y a prévoir un adulte de l'équipe éducative qui vient au-devant de l'élève. C'est vraiment des petites choses pour apprendre. Je suis presque finie. Donc, juste, j'ai fini. Juste, voilà. Alors, pour vous dire, ça, c'est vraiment le dépistage on l'a mis en place dans les Yvelines. Aujourd'hui, ça se déploie. D'abord, on l'a porté au CE académique
Du coup, le recteur a demandé que ça soit déployé sur les 4 départements de l'Académie de Versailles. Ensuite, comme on fait partie de ce groupe RSR, je vous invite vraiment à aller voir, vous pouvez y aller, c'est ouvert à tout le monde. C'est un groupe de recherche spécifique sur le refus scolaire anxieux. Alors, c'est international, mais là, c'est de la partie francophone, parce qu'on était trop nuls en anglais, donc on n'arrivait pas à suivre les échanges. Ce qui fait que, mais il existe, le groupe l'INSA Work, voilà, et c'est ouvert à tout le monde, et vous avez vraiment des choses passionnantes avec des échanges avec l'étranger, qui sont très intéressants. Et du coup, ça se déploie aussi au niveau national. Demain, je vais à Marseille le présenter aux psychologues, à l'Association française des psychologues de l'éducation nationale, pour essayer d'imaginer quelque chose sur le premier degré. Parce que là, on est sur le second degré, enfin sur le collège. Il y a le guide APAD de la DGESCO. Vous regarderez, c'est fortement appuyé sur notre travail. Dans le plan santé mentale, nous, on propose, on va en parler tout à l'heure, mais d'utiliser le PPRE comme document de formalisation des actions qui peuvent être mises en place dans les établissements, parce qu'il y a un protocole, mais il n'y a pas de formalisation des actions. On a mis en place notre rencontre avec les psychiatres par rapport au projet que je vous disais tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, on est en train de... nous, on déploie notre dépistage, hein, enfin, ça continue, on va dire que ça tourne. Et maintenant, on travaille, groupe de travail, sur... Oui, oui, oui. Ah, je vous donne le PowerPoint si vous voulez. Moi, je n'ai pas de souci. On déploie les actions pour les enfants. Alors, on voudrait mettre en place un tutorat 4e, 6e sur le principe de l'UTC, par exemple, tout à l'heure, je parlais de ça, ou des grandes écoles, pour essayer que les jeunes soient accompagnés 6e, 4e, puis 5e, 3e, et puis le 5e devient 4e, il devient tuteur de 6e et faire une appartenance école, enfin collège, et aussi avec des formations. Hein, enfin, bon, ça, on va le travailler pour avoir un truc clé en main pour les chefs d'établissement. Et surtout, on est en train maintenant de travailler sur les élèves qui n'y arrivent pas, pour lesquels on a échoué aussi, et comment les garder quand même avec un pied dans l'établissement ou les faire revenir quand ils sont partis pour essayer d'en raccrocher plus et de créer, on a appelé des SAS, mais alors il y a déjà des choses mises en place un peu partout en France, donc on est en train de faire le retour là pour voir ce que nous on pourrait créer et notamment utiliser de la pâte mutualisée et comment on fera des économies plutôt que d'avoir 4... La pâte pour tout le monde Non. La PAD, c'est l'enseignement à domicile. Au départ, c'était que pour les enfants qui avaient des cancers. Maintenant, on l'ouvre à d'autres personnes. Hein. C'est euh, assistance pédagogique, accompagnement pédagogique à l'hôpital, à l'école et à domicile, à l'école et à l'hôpital. Voilà. Accompagnement pédagogique. Et donc, on voudrait faire une APAD mutualisée peut-être avec 3-4 élèves d'un établissement qui se retrouvent avec un seul enseignant et voilà, qui se retrouvent et qui puissent échanger sur leur projet. Et voilà.